Oui. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour vous présenter la loi sur le partage de la valeur qui a été votée la semaine dernière et qui est parue au journal officiel ce matin, qui sera donc applicable dès demain. La loi transpose dans le Code du travail avec quelques ajustements les termes de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023. Elle modifie certaines règles en matière d'épargne salariale, mais surtout, elle élargit le panel des outils qui seront à la disposition des entreprises pour leur permettre de mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin pour présenter ce texte, monsieur le député Marguerite, qui a été le rapporteur du texte pour l'Assemblée nationale et qui connaît particulièrement bien ces sujets pour avoir participé en particulier au début de l'année à un rapport sur l'évaluation des outils fiscaux et sociaux sur le partage de la valeur. Alors, Monsieur Marguerite, est-ce que vous voulez peut-être, avant qu'on rentre dans le détail de la loi, nous présenter les lignes directrices du texte et les objectifs qui étaient poursuivis à la fois par les partenaires sociaux et par le gouvernement? Merci beaucoup, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Marguerite, je suis député de Saône-et-Loire, de Chalon-sur-Saône et Montsolimine, et un ancien du cabinet de Bruno Le Maire. Évidemment, j'ai travaillé 15 ans au ministère de l'économie. Peut-être quelques points sur pourquoi on a fait ça, dans quel sens, dans quel cas ça s'inscrit. On a fini ce débat, hein, on est dans un moment. Je vois que mon son est coupé, c'est exprès d'ailleurs. Non, c'est le son est coupé, on vous entend. Obligé, hein. Non, votre parole est précieuse. On est dans un moment qui, en fait, n'est pas fini et probablement finira jamais, de pouvoir d'achat évidemment très lourd. Nos concitoyens évidemment s'interrogent légitimement sur voilà, est-ce qu'ils sont à bon niveau de rémunération, est-ce qu'ils en ont assez par rapport au travail qu'ils fournissent. Et en fait, quand je dis qu'on n'a jamais terminé, c'est qu'en fait, c'est un débat sans fin dans lequel l'adversaire public a beaucoup injecté d'argent dans l'économie. J'imagine que chacun peut le percevoir ici ou là, que tout ça a une fin d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a commencé à arrêter de faire déjà il y a quelques mois et qu'on a continué à arrêter de faire sur plein d'autres chantiers, l'énergie. Et entre ne rien faire et faire des choses, j'allais dire, un peu idiotes, sans faire de politique politicienne, mais du type, en tout cas pour ce qui me concerne, du type indexation forcée de tous les salaires sur l'inflation, etc. Chacun pourra avoir un avis sur la question. J'espère que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je pense qu'il y a toujours un juste milieu entre ces deux branches de l'arbre. Alors certains pourraient nous dire ne faites rien, surtout, parce qu'il dit surtout touchez à rien et surtout ne vous occupez pas de nous. J'ai tendance à penser que oui, dans l'absolu, c'est ce qu'on essaie de faire, mais pour autant, c'est pas forcément. En tout cas, on attend de la puissance publique qu'elle essaie de s'occuper des sujets. Donc, on a essayé de regarder comment on pouvait résoudre ce problème, en tout cas partiellement. Disons que d'abord, il fallait. Il y a un peu d'écho. C'était mieux avant, non? Je ne sais pas le dire. Peut-être vrai dans deux. Vous pouvez continuer. Merci. Et donc, on est parti du principe d'abord qu'il fallait créer de la richesse avant de la redistribuer. Je pose ce principe parce que c'est pas toujours acquis par les uns et les autres, d'une part, et d'autre part, de regarder un peu ce qu'on avait déjà en magasin. Et j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais il se trouve que la France est un des pays, sans doute le pays le plus avancé en termes de redistribution, en termes d'outils de redistribution, j'allais dire post-salaire, post-résultat. Tous les outils de partage de la valeur, donc intéressement, participation, prime de partage de la valeur, ex-prime Macron, c'est à peu près 6% de la masse salariale en termes de volume agrégé. Donc c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet, sachant que la masse salariale, en ce compris les cotisations, c'est à peu près 2 tiers. C'est à peu près 2 tiers. Tous ces chiffres sont 2 tiers, pardon, de la valeur ajoutée.
Le reste étant les investissements, la redistribution aux actionnaires et autres. Donc les 6%, enfin entre 5 et 7%, c'est pas un petit sujet. Et donc on est un des pays les plus avancés en termes de redistribution. Dans un contexte par ailleurs, et là aussi j'enfonce des portes ouvertes, où ce qui est reversé en termes de salaire, en ce compris ces dispositifs, est à peu près stable depuis les 30 dernières années. En fait, il a un peu baissé au début des années 80, à la suite du choc de déflation, etc., qui avait eu lieu sous Pierre Mauroy, et il est resté stable. Il est resté stable notamment grâce ou à cause, hein, selon le point de vue qu'on adopte, de la politique d'offre, en tout cas dite d'offre, depuis à peu près 2014-2015, qui a consisté en fait à reverser de la fiscalité vers notamment les salaires avec le CICE, transformé ensuite en baisse de charges pérennes, etc. Donc on a ce moment. Donc en fait le rapport capital-travail, on peut parler des heures, mais en réalité, il n'a pas bougé depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le bouger, mais en tout cas, c'est un fait. Donc on s'interroge à cette question, et donc le gouvernement, notamment Olivier Dussopt, donne une aide de cadrage aux organisations professionnelles, aux organisations syndicales, au mois d'octobre dernier, il y a un peu plus d'un an, voilà, en leur demandant de se parler de ce sujet-là, dans un moment où par ailleurs, et je veux à peine caricaturer les positions, mais les organisations patronales disaient circulaire, rien à voir, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, depuis quand le gouvernement s'occupe de notre politique salariale, à tort ou à raison, voilà. Et de l'autre, les organisations syndicales en disant ça, c'est encore un faux-nez, nous, on veut des augmentations en dur, etc. Et honnêtement, je caricature à peine le débat parce que c'est ce qui a prévalu. Donc, on n'avait à peu près aucune chance. Ils avaient à peu près aucune chance d'y arriver. En parallèle, nous, on lance une mission d'information qui a été commandée par la Commission des finances, que j'ai conduit avec une co-rapporteure qui est Eva Sass, députée écologiste de Paris, qui s'est d'ailleurs très bien passé, même si on avait pas beaucoup de points, en tout cas de fond en commun, mais on a pu en tout cas faire un travail intelligent, sérieux et avec quelques points d'accord par ailleurs. Donc, c'est la preuve que c'est quand même possible et que malgré les élucubrations des uns et des autres, on arrive quand même. Et donc on lance ce travail. Et vraiment contre toute attente, au mois de février, il y a cet accord national interprofessionnel que tout le monde connaît, qui arrive en plein milieu de la réforme des retraites. Donc là aussi, on n'avait à peu près aucune chance d'obtenir un accord. Et ils finissent par se mettre d'accord. Probablement parce qu'ils se sont dit, les uns et les autres, que si le législateur le faisait en dur, ça serait probablement au détriment d'un certain nombre de peut-être que les organisations professionnelles pensaient que ça allait être trop dur si on le faisait nous-mêmes, et les organisations syndicales pas assez ambitieux. Donc voilà, tant mieux, et c'est une bonne chose. Et honnêtement, on était plutôt assez agréablement surpris. Et cet accord, vous le savez, il a un certain nombre de mesures, pas mal de mesures d'adaptation, pas mal de mesures d'élargissement. Ça, c'est plutôt des bonnes choses, assez consensuelles. Et il fait deux avancées majeures. D'abord, pardon, trois avancées. La première, c'est qu'il dit, au fond, on a un système qui est assez complexe, mais suffisamment complet pour qu'on n'y touche pas trop. En réalité, on ne réinvente pas le chaud, parce qu'on aurait pu se dire pourquoi ne pas réinventer tout ça dans un grand tout, pourquoi pas fusionner l'intéressement et la participation, pourquoi. Bon, on aurait pu s'imaginer, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, on va pas se raconter d'histoire, et c'est suffisamment complexe pour qu'on soit 200 dans ce webinaire ce matin. Donc voilà. Mais grosso modo, on se met d'accord pour dire qu'on n'y touche pas. Donc ça, c'est le premier principe. Donc du coup, partant, on fait un certain nombre d'élargissements, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et deux mesures majeures. La première, c'est que on étend une obligation de partage pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Et je dois dire très honnêtement que si on avait dû légiférer, c'est-à-dire en dur, c'est-à-dire sans cet accord, je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi ambitieux sur ce segment-là, parce que probablement on n'aurait peut-être pas osé aller sur un segment en plus qu'on veut développer. Je veux dire, les entreprises de 11 à 49 salariés, c'est vraiment le cœur de ce qu'on souhaite faire en termes de développement, leur donner toutes les capacités à aller plus loin. On voit bien que c'est ce sujet-là. Et moi, je dois remercier vraiment les organisations patronales et syndicales là-dessus, parce que elles ont été assez ambitieuses sur ce sujet. Donc, vous le savez, s'il y a 3 années de suite un résultat bénéficiaire, bénéfice net fiscal, c'est un point important, et pas comptable, fiscal, eh bien, il y a l'obligation pour le chef d'entreprise de mettre en place un dispositif de partage de valeur. Donc, l'un des trois. Alors là, vous avez les mauvaises langues qui disent que oui, mais dans ces cas-là, le patron peut donner 1 euro à chaque salarié. Mais enfin, là aussi, ça n'arrivera pas. Enfin, je connais pas un seul chef d'entreprise qui agirait comme de la sorte. Ça concernerait, d'après nos calculs, on a pris sur les années 2017, 2018, 2019, qui sont des années normales, à peu près une entreprise sur deux de ce segment-là. Il y a à peu près 130 000 entreprises
au sein de l'économie française, voilà, donc 65 000 entreprises, et ça concernerait entre 1,3 et 1,5 ou 1,6 millions de salariés qui pourraient être concernés, donc qui actuellement ne bénéficient pas d'un dispositif de partage de valeur et qui demain, en l'occurrence après-demain, puisque ce sera à partir de 2025, bénéficieront d'un dispositif de partage de valeur. Donc c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet. J'aurais dû commencer par là. On le sait, actuellement, ceux qui bénéficient sont plutôt des entreprises, plutôt des salariés qui sont dans des entreprises de plus de 50. Alors, pas toutes, puisque vous savez, il y en a des plus de 50 qui n'ont pas ces dispositifs-là, parce que c'est des dispositifs du site, par exemple, de mutualistes, ceux qui n'ont pas des formes sociales type SA, SAS, SA, etc. Et donc, partant, assez peu qui sont en dessous de 50 salariés. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, la notion de bénéfice exceptionnel, qui là aussi avait beaucoup défrayé la chronique, et qui par ailleurs est une notion comptable. Encore une fois, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, elle existe dans la comptabilité, mais là, du coup, on l'a transcrit dans une forme un peu plus sociale, avec une discussion qui s'ouvre dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui disposent d'un délégué syndical. Ça concernera 8000 entreprises en France. Là aussi, les mauvaises langues vous disent que s'ils ne se mettent pas d'accord, il n'y aura rien. C'est vrai. Pour autant, au moins, il y a dans la loi l'obligation de discussion. Ça met le sujet dans le débat public. Et ça permet d'avoir une discussion, on l'espère, sereine, intelligente, pertinente sur ce qu'est un bénéfice exceptionnel et les conséquences qu'on en tire. Évidemment, il n'est pas le même dans une entreprise de 50 comme une entreprise de 200 000, ça va de soi. Le Conseil d'État, en ayant rendu son avis, avait demandé à ce qu'il y ait des critères qui soient un peu précisés, ce qu'on a introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, dans un amendement que j'ai déposé et qui a été, je crois, voté à l'unanimité, à l'exception d'un groupe, mais je vous laisse imaginer lequel. Et donc voilà, donc on précise des critères, mais c'est des critères non exclusifs et qui donnent voilà, cette indication. Voilà, là aussi, je pense qu'on apprendra en marchant. Le texte résout pas tout, dit pas du jour au lendemain combien tel salarié qui n'avait rien aujourd'hui, entre guillemets, gagnera demain. Pour autant, on peut imaginer légitimement que demain, ce sera des centaines de milliers, probablement au moins 1,5 million, peut-être 2 millions pour ceux qui ont le bénéfice exceptionnel, qui auront peut-être demain 100, 200, 300, 400 euros. Par ailleurs, dans les conditions fiscales et sociales que vous connaissez, qui sont celles de la participation à l'intéressement avec ce blocage à 50, etc. Peut-être quelques points, parce que je suis un peu long, mais l'objectif, c'est aussi d'échanger avec vous. On a souvent ce débat sur, au fond, à quoi tout cela sert sur est-ce que c'est du placement de long terme, spécialiste de l'épargne salariale ici, est-ce que c'est du court terme. On s'est posé la question, de l'arbitrage entre les deux. À chaque fois qu'on a voulu, et c'est le cas depuis 15 ans, Sarkozy l'avait fait, on l'a fait sur la loi la pouvoir d'achat, qui est la première loi qu'on a votée au début de la mandature, maintenant il y a 1 an et demi, où on a laissé la possibilité de tirer jusqu'à 10 000 euros sur son épargne salariale. Évidemment, c'est pas des mesures qui font totalement consensus dans le milieu de l'épargne salariale. Pour autant, quand on regarde les chiffres, l'épargne salariale, c'est à peu près 160 milliards d'euros milliards d'encours. À peu près, je suis à 5 milliards près, hein, mais c'est ça l'ordre de grandeur. En fait, à chaque fois qu'on a voulu le faire, les flux, c'était à peu près 1 milliard. Donc, c'est moins de 1%, 0,8, 0,7%. On voit bien, je dis pas qu'il n'y a pas de flux, mais en tout cas que le flux est quand même assez faible rapporté au stock. Donc on voit bien qu'il y a peut-être effectivement des gens qui en ont besoin ponctuellement parce que quand on a besoin pardon de caricaturer, mais changer les pneus de sa bagnole et quand on habite Chalon ou sur les limite, on a juste besoin de faire changer les pneus de sa voiture. Donc on a bien besoin de 500 ou de 800 euros qu'on n'a pas sur son épargne courante, mais qu'on a peut-être dans un endroit parce qu'on l'avait oublié. Mais que ça, c'est des comportements très ponctuels, relativement circonscrits, et que c'est pas parce que ponctuellement on l'élargit que ça induit une fuite massive de capitaux. Donc on voit bien que c'est à la fois un tout petit peu un problème de court terme, mais surtout un problème de moyen terme, et que c'est souvent d'ailleurs pour les salariés qu'on a interrogés, avec des sondages, choses comme ça, on voit bien que un certain nombre d'ailleurs ont oublié qu'ils avaient cet argent dans un coin. Parfois ils ont perdu les codes, ils savent même pas comment y accéder, et que en fait, quand ils quittent l'entreprise, voire mieux quand ils partent à la retraite, ils se rendent compte qu'ils ont un capital de 20 000, 30 000, parfois 80 000 euros pour les entreprises qui sont évidemment les plus généreuses parce que c'est leur tradition, c'est leur histoire. Je parle avec Michelin, moi j'ai un site Michelin dans ma circonscription, et ça permet de financer les travaux dont ils ont toujours rêvé de faire, voire parfois une partie de la maison qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Donc voilà. Et dernier point aussi, et ça a un peu frustré mes collègues parlementaires, c'est on s'est astreint
à un exercice vraiment de transposition pure, simple, etc. C'est tellement vrai que même moi, j'avais proposé qu'on avance d'un an la mise en œuvre de l'accord 1149, ce que ma collègue sénateur n'a pas voulu faire. Donc, elle a rétabli le texte au Sénat. Et dans un esprit de compromis, comme il était important d'avoir l'accord, j'ai consenti à revenir à l'écriture en dur. C'est pas très très grave, mais simplement pour dire que voilà, on a voulu se coller le plus fidèlement au texte. Je crois que c'est un message très important qu'on a voulu envoyer aux partenaires sociaux, aux organisations professionnelles comme organisations syndicales. Et ça va être le cas pour les chantiers qu'on va ouvrir beaucoup d'autres chantiers. Chantier évidemment de l'emploi des seniors, le chantier peut-être des accords de branche voilà, qui régulièrement revient, etc. Mais ça prouve que Parlement, on est capable de s'astreindre en déposant peu d'amendements, voire par d'amendements un peu rédactionnels et autres, et qu'on est capable de le traduire très concrètement dans la loi. Donc c'est aussi un très bon message qu'on souhaite envoyer. Et par ailleurs, dans un moment où on a pu le voter très largement sur tous les bancs, quasiment tous les groupes l'ont voté, à part un ou deux, enfin un qui n'a pas du tout voté et un autre qui l'a voté que partiellement sur certains articles. Voilà, pardon, j'étais un peu long, c'était un peu dans tous les sens, mais ça vous donne un peu le cadrage et l'état d'esprit un peu dans lequel on était. Et donc évidemment, on peut se féliciter que la loi soit désormais opérationnelle et en vigueur. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette présentation très complète et très éclairante. Alors, nous vous proposons maintenant d'examiner le détail de la loi en distinguant les mesures qui intéressent les entreprises de moins de 50, d'au moins 50 et celles qui concernent toutes les entreprises. Alors, s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés, 3 points méritent tout particulièrement d'être signalés. Le premier concerne l'obligation de mettre en place, à partir de 2025, au moins un dispositif de partage de la valeur. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, la mesure est très importante. Elle constitue un changement majeur en matière d'épargne salariale, puisque jusqu'à présent, l'obligation ne concernait que les entreprises d'au moins 50 salariés qui réalisaient un bénéfice suffisant pour constituer une réserve spéciale de participation et la répartir entre l'ensemble des salariés. À l'avenir, les entreprises d'au moins 11 salariés, mais de moins de 50, seront tenues de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur. L'obligation concerne les entreprises qui réaliseront un bénéfice au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires au cours de 3 exercices civils consécutifs. L'obligation, comme vous l'avez indiqué également, va s'appliquer pour la première fois aux exercices qui vont s'ouvrir après le 31 décembre 2024, de sorte que seront pris en compte pour apprécier la réalisation du bénéfice au moins égal à 1% du chiffre d'affaires, seront pris en compte les bénéfices réalisés au titre des années 2022, 2023, 2024. Donc, dans ces entreprises-là, il y aura donc l'obligation de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, c'est-à-dire de la participation, de l'intéressement, un abondement sur un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, ou encore une prime de partage de la valeur. Un mot ici sur la prime de partage de la valeur et sur la participation qui sont parallèlement modifiées par cette nouvelle loi. S'agissant d'abord de la prime de partage de la valeur, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle devient un véritable outil d'épargne salariale au même titre que l'intéressement, la participation ou le plan d'épargne. Alors, cela étant, la loi y apporte quelques modifications, qui vont s'appliquer compte tenu de la promulgation de ce matin, modifications qui vont s'appliquer dès demain. Donc, première modification, il sera possible désormais de verser au titre d'une même année 2
prime de partage de la valeur, mais toujours dans la limite globale de 3 000 ou de 6 000 euros selon les cas. La prime pourra par ailleurs faire l'objet de plusieurs versements sans pouvoir descendre en dessous de versements trimestriels. Deuxième changement très important et qui rapproche la prime de partage de la valeur de l'intéressement et de la participation, la prime de partage de la valeur pourra être versée sur un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, ce qui permettra de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu. Parallèlement également, si elle est déposée, si elle est affectée sur un plan d'épargne, la prime de partage de la valeur pourra faire l'objet d'un abondement de la part de l'entreprise. Troisième changement, il concerne le traitement social et fiscal de la PPV, puisque le législateur prolonge les exonérations sociales, l'exonération d'impôt sur le revenu et l'exonération de CSG-CRDS qui devaient terminer le 31 décembre 2023, puisque les primes qui vont être versées, qui seront versées en 2024, 2025 ou 2026, aux salariés qui perçoivent moins de 3 fois le SMIC seront exonérés de l'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette exonération concernera, donc à partir de l'année prochaine, les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises d'au moins 50, la PPV sera assujettie à l'impôt sur le revenu, sauf si elle est investie dans un plan d'épargne. Alors, cette différence avait fait l'objet d'une réserve de la part du Conseil d'État sur le terrain du principe de l'égalité devant les charges publiques, mais la loi a néanmoins été votée avec cette différence-là. Alors, la loi comporte également quelques changements en matière de participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Je laisse la parole sur ce point à Lucie. Oui, merci Juliana. J'ai pas la main sur les slides. Okay. Voilà. Effectivement, parmi les dispositifs que les entreprises d'au moins 11 salariés réalisant un bénéfice pourront utiliser, il y a la participation. Et c'est intéressant parce que précisément dans ces entreprises, la participation n'est pas obligatoire. Comme vous le savez, la participation n'est obligatoire que pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés. Et l'ANI, sur ce point, et la loi de transposition prévoit une disposition innovante visant à rendre plus attractive la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, vous le savez, la participation est calculée sur la base d'une formule prévue par la loi, assise sur une partie des bénéfices que l'on appelle la formule légale, qui est parfois critiquée, que les petites entreprises de moins de 50 peuvent parfois juger risquées à appliquer. Mais bon, toujours est-il que cette formule qui existe depuis 1967 n'a pas été retouchée et elle continue d'exister. Alors, il est possible, le Code du travail le prévoit, de prévoir une formule de calcul différente pour la réserve spéciale de participation, que l'on appelle formule dérogatoire, à condition que le montant de la réserve soit au moins égal au montant de la réserve que l'on aurait obtenu en application de la formule légale. Si ce montant avec une formule dérogatoire est inférieur, c'est le montant de la réserve légale qu'il faut répartir entre les salariés. Cette règle, donc, qui garantit un socle minimal correspondant à la réserve spéciale de participation légale, c'est la règle de l'équivalence des avantages prévue par le Code du travail et que doivent respecter toutes les entreprises qui appliquent la participation, que ce soit à titre obligatoire qu'à titre volontaire, c'est-à-dire pour les entreprises de moins de 50 salariés.
pour faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi de transposition de l'ANI autorise, puisqu'elle est désormais en vigueur à partir de demain, autorisera les entreprises à déroger à cette règle de l'équivalence des avantages. Si bien que les entreprises de moins de 50 salariés pourront donc appliquer un régime de participation avec une formule de calcul dérogatoire, plus ou, et c'est là la nouveauté, moins favorable que la formule légale. Alors pour ce faire, les entreprises devront soit conclure un accord de participation prévoyant une telle formule de calcul. Attention, conclure un accord, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que la décision unilatérale sera exclue alors même que l'on sait que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place la participation de façon unilatérale. Là, cette fois-ci, les entreprises devront nécessairement conclure un accord si elles souhaitent prévoir une formule dérogatoire moins favorable que la formule légale. Deuxième façon de faire, c'est adhérer à un accord de branche agréé qui prévoirait une telle formule de calcul. Et cette fois-ci, l'adhésion pourra être unilatérale puisqu'on parle d'entreprises de moins de 50 salariés. On sait que l'adhésion à un accord de branche agréé par voie unilatérale est possible pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, encore faut-il qu'il existe un accord de branche prévoyant une telle formule de calcul, mais sur ce point, la loi prévoit une obligation de négocier pour les branches d'ici le 30 juin 2024 afin qu'elles négocient en vue de mettre en place un régime de participation avec une formule dérogatoire pouvant être moins favorable que la loi. Donc on peut espérer qu'avec cette obligation de négociation, les branches se saisiront de cette nouvelle opportunité que représente la possibilité de faire du moins favorable que la formule légale pour les entreprises de moins de 50. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ensuite à l'adhésion des entreprises de moins de 50 de la branche. Alors, à noter que ce dispositif est prévu à titre expérimental. Il ne sera possible de le mettre en place que pendant une durée de 5 années. Donc, il faut aussi l'avoir en tête dans la négociation des accords d'entreprise ou de branche, que c'est une mesure temporaire. Une autre disposition de la loi qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés et la participation, c'est l'abrogation de la règle du report de l'assujettissement à la participation pour les entreprises qui appliquent un accord d'intéressement. Cette disposition vise plus particulièrement les entreprises qui sont proches du seuil de 50 salariés. Alors, pour rappel, les entreprises sont assujetties à la participation lorsqu'elles emploient au moins 50 salariés et la loi Pacte a prévu une période d'assujettissement, une période de franchissement du seuil de 50 salariés relativement longue puisqu'elle est de 5 années civiles consécutives à l'issue de laquelle seulement les entreprises sont assujetties à la participation. Par ailleurs, le Code du travail prévoit une règle de report pour les entreprises qui, franchissant le seuil de 50 salariés, appliquent un accord d'intéressement. Ce report est de 3 exercices. La règle du report de 3 exercices pour les entreprises qui, au moment où elles franchissent le seuil de 50 salariés, le seuil d'assujettissement à la participation, appliquent un accord d'intéressement, préexistait à la loi Pacte. Au moment de l'élaboration de la loi Pacte, elle a été maintenue. Si bien que l'administration a interprété les dispositions législatives, donc c'est dans une circulaire qui est parue peu après la loi Pacte, comme autorisant les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés, enfin qui emploient pour la première fois 50 salariés au moins, à bénéficier de ce double report. Premier report, la règle de franchissement des 5 années civiles consécutives. Deuxième report, si elles appliquent un accord d'intéressement sans discontinuité pendant la période. Deuxième report, la règle du report des 3 exercices pour les entreprises qui appliquent un accord d'intéressement. Si bien que les entreprises qui emploient pour la première fois au moins 50 salariés ne se trouvaient tenues de mettre en place la participation qu'au terme d'un délai de 5 années civiles consécutives, plus 3 exercices, donc au total 8 ans. Cet effet de seuil a, de toute évidence, ralenti la généralisation de la participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés et explique que une part
relativement faible d'entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 100 salariés appliquent la participation. Les partenaires sociaux ont donc souhaité la supprimer la règle du report pour accélérer la mise en place de la participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés. C'est donc chose faite avec la loi de transposition de l'ANI qui supprime la règle du report purement et simplement des 3 exercices pour les entreprises qui appliquent un accord d'intéressement, avec néanmoins un maintien des droits pour les entreprises qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, donc c'est-à-dire demain, appliqueraient un accord d'intéressement et qui donc bénéficieraient de ce report de 3 exercices pour ces entreprises. La loi prévoit le maintien des droits et elles ne seront assujetties à la participation qu'au terme de la période de 3 ans initialement prévue. Donc, c'est une sorte de disposition transitoire pour les entreprises qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la loi de ce report. Merci Lucie. On en arrive maintenant aux mesures qui concernent les entreprises d'au moins 50 salariés. La loi leur impose désormais, en cas d'augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices, de négocier sur le partage de la valeur. Alors, qui est concerné? L'obligation concerne les entreprises, premièrement, qui sont soumises à la participation, donc les entreprises d'au moins 50 salariés, et deuxièmement, qui disposent de délégués syndicaux. Alors, cette deuxième condition peut laisser à penser que les entreprises qui sont assujetties à la participation, mais qui n'ont pas de délégués syndicaux, ne sont pas concernées. C'est ce qu'on comprend à la lecture du texte. La solution s'explique très certainement par le fait que sur cette question-là, sur cette question de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices, le législateur a souhaité privilégier la négociation. Alors, la solution peut aussi être critiquée puisqu'on sait que en matière d'épargne salariale, il existe d'autres partenaires de négociation que les délégués syndicaux et qu'on peut en particulier mettre en place l'ensemble de ces dispositifs avec le CSE. On peut organiser un référendum, voire dans certains cas, on peut aussi adopter une décision unilatérale. Alors, peut-être qu'on peut profiter de votre présence pour vous demander si c'est bien l'interprétation qu'on doit retenir. Est-ce que vous nous confirmez que dans les entreprises donc, qui sont assujetties à la participation, mais qui n'ont pas de délégués syndicaux, ce qui peut arriver, eh bien, il n'y aura pas d'obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas d'augmentation des bénéfices. Oui, c'est bien le cas. C'est bien le cas. C'est évidemment le cœur des débats qu'on a eu au Parlement, comme vous imaginez. Certains auraient été tentés de faire des choses en dur, des choses comme ça. Je pense qu'il faut s'imaginer le débat. Encore une fois, c'est une imagination parce qu'on n'était pas parti aux discussions. Mais je pense que les organisations patronales, encore une fois, je peux parler pour elles, mais auraient peut-être été partant, pas de mots, mais en tout cas, peut-être ouverte à une discussion avec quelque chose de peut-être un peu plus ancré pour des grandes et très grandes entreprises. Par exemple, nous, on aurait pu imaginer, encore une fois, j'ai dit, je sais pas, au-delà de 5000 salariés, s'il y a, par exemple, rachat d'actions, parce que c'est un élément qu'on a rajouté comme critère, ça, j'en sais rien, ou triplement, enfin, peu importe. Caractériser un bénéfice vraiment très nettement supérieur à ce qu'il aurait pu être, on aurait pu, je sais pas, imaginer la participation, c'est assez simple, enfin, ce genre de choses. On a imaginé des choses simples. Je pense qu'ils auraient pu avoir cette discussion, sauf que les organisations syndicales ont dit, et on peut les comprendre hein, d'ailleurs, oui, mais c'est tout le temps les très grandes entreprises qui ont ce genre de dispositif. Il faut savoir d'ailleurs que ce genre de dispositif est un peu redistributif dans les salaires au sein de l'entreprise. Quand on regarde, puisque souvent on a un montant fixe, enfin, en tout cas les montants sont proportionnellement plus importants pour les plus bas salaires de ces entreprises, qui sont déjà plus hauts d'ailleurs que dans d'autres entreprises de taille plus petite, mais évidemment il n'y a pas de péréquation entre entreprises par nature. Donc il y a eu ça. Et donc les organisations syndicales, notamment je crois la CFDT, a demandé que ça démarre à partir de 50 salariés.
ce sur quoi les organisations professionnelles disent, dans ce cas-là, il faut qu'on ait la souplesse, que ça reste à notre main, c'est très important. Et là où il y a un délégué syndical. Alors, heureusement, c'est pas heureusement. Ça arrive assez peu qu'il y ait des entreprises depuis un an, c'est vrai qu'il n'y ait pas de délégué syndical, Oui. mais ça arrive quand même. Ça arrive, oui. Donc, je confirme que c'est bien le cas. Là aussi, on verra, soit le dispositif prend son envol, etc., et tant mieux, soit on se rend compte qu'en fait, en 2 ans, on n'a que 2 accords, je caricature, parce que ça ne peut pas marcher comme ça, voilà, et on verra les choses. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on accepte effectivement d'avoir cette souplesse. Je précise aussi, alors ça arrive très très peu à partir de 50 salariés, mais c'est dans des organisations d'entreprise à forme sociale. Oui, absolument. On exclut, et c'est important notamment pour les moins de 49, les moins de entre 11 et 49 salariés, les entreprises sous forme de I, entreprises individuelles dans sa nouvelle formule, puisqu'elle a changé dans son loi qu'on a voté là, dans la précédente mandature, on l'a exclu. C'était une vraie demande des artisans, des commerçants, en tout cas, qui représentent tous. Voilà. Donc, je vous confirme que c'est le cas. J'avais aussi une remarque, pardon, je reviens quelques slides en arrière, mais c'est moi. Il faut savoir, c'est intéressant de parler, la formule du 1,5 qui n'a pas changé depuis les années 67, depuis les années 70, elle provient d'un principe simple qui était le ordre réparti. À l'époque, c'était 5% du capital, la moyenne, ça fait rêver. On sait très bien que c'est beaucoup plus hétérogène maintenant sur les entreprises, etc. Enfin, on sait bien. Donc, on aurait pu se dire, est-ce qu'on ne fait pas des formules plus adaptées, etc. Bon, ça aurait eu des effets de transfert tellement massifs qu'on s'est dit que voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de monde de toute façon dans lequel on ne touche pas un curseur sans que ça n'ait pas de transfert. Donc, tout le monde est à peu près d'accord, on ne peut pas la changer. Le 1,5 provient de la dernière négo dans le bureau de Georges Pompidou où il n'y avait pas le 1,5 et pour que ça passe, il est divisé par 2 pour que ça passe. Voilà, je vous le dis, c'est assez incroyable de regarder les textes. On a un petit peu le temps l'année dernière parce que c'est comme ça que c'est passé. Le 1,5 n'a pas d'autre sens que le CNPF à l'époque, qui était l'ancêtre du MEDEF, avait demandé à ce qu'on divise par 2 pour que ça passe. Voilà, je referme la parenthèse. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Alors, sont également exclus de cette obligation de négociation en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices les entreprises qui ont déjà un accord de participation ou d'intéressement qui prend en compte les bénéfices exceptionnels, ou bien les entreprises qui ont signé un accord de participation avec une formule de calcul dérogatoire plus favorable que celle prévue par la loi, puisqu'on considère qu'elles satisfont déjà à leurs obligations. Alors, à partir de quand faudra-t-il négocier sur ce sujet? Il faut distinguer 2 cas. Soit l'entreprise a déjà un accord d'intéressement ou de participation au jour de la promulgation de la loi, donc aujourd'hui, elles devront à ce moment-là engager une négociation d'ici le 30 juin 2024. Soit elles ne sont pas encore couvertes et à ce moment-là, elles devront discuter du partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices lorsqu'elles négocieront pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement. Troisième point, sur quoi devra porter la négociation? La négociation devra porter sur 2 sujets. Premièrement, la définition du bénéfice exceptionnel et deuxièmement, les conséquences qui en résultent pour les salariés. Alors, sur la définition des bénéfices exceptionnels, les partenaires sociaux devront préciser ce qu'on entend par augmentation exceptionnelle des bénéfices, étant précisé que la loi énumère toute une série de critères qui pourront être pris en compte, et en particulier la taille de l'entreprise et son secteur d'activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, les événements extérieurs et exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice exceptionnel, ou encore les rachats d'actions suivis de leur annulation sans qu'il n'y ait eu de distribution d'actions gratuites au profit des salariés. Alors, je ne vous cache pas, Monsieur Marguerite, qu'en fait, on a d'ores et déjà beaucoup de questions sur la définition de l'augmentation exceptionnelle des bénéfices, et en particulier, en fait, les entreprises nous demandent si la liste, en fait, si cette énumération est exhaustive, si elle est limitative, si on a le droit de prendre en compte d'autres critères, ou inversement, si on est obligé de prendre en compte
tous ces critères. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre éclairage là-dessus? Alors, l'éclairage vient du point du fait que c'est évidemment le point qui a été le plus largement discuté lors de la négo paritaire. Et c'était un des deux points sur lesquels le Conseil d'État nous a fait une remarque de potentielle inconstitutionnalité, qui n'a pas été levée, en tout cas qui n'a pas été soulevée, puisque la loi a été adoptée cette nuit. Il y avait ça et la prime de partage de valeur. Sur la différence. Sur, grosso modo, c'est une substitution salaire-prime. Ouais. Ce qui est un tout petit peu, ce qui est un peu vrai, mais ce qui est globalement pas vrai non plus. On pourrait revenir. Sur ça, il n'y avait pas de critères dans l'ANI. Le Conseil d'État a évoqué secteur activité, taille et bénéfices dans son avis, qui a été rendu public. Nous, on a, dans le travail législatif, fait le tour avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales. Ils ont voulu y ajouter les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenue. Ça, c'était notamment une demande notamment de la CPME qui ne voulait pas que pour des entreprises qui réalisent 1 ou 2 bénéfices 2 années de suite, mais qui le met en réserve parce qu'il y a un investissement futur, parce que etc., vouloir se faire pénaliser, vouloir se faire plus pénaliser, alors qu'on sait très bien que ce sont des entreprises sur lesquelles la trésorerie peut être beaucoup plus variable que sur une entreprise de grande taille où il y a plus d'inertie sur le sujet. Donc, alors, ce sont des critères non exclusifs. On va dire que c'est des critères indicatifs qui guident la discussion, quoi. Voilà. Mais pas plus que ça. On s'en doutait d'ailleurs. Je doute bien que c'est tellement évident, c'est peut-être aussi. Enfin, donc, tout ça, j'allais dire, tombe sous le sens, mais ils sont ni exclusifs, deux, pas maximalistes dans le sens où si on ajoute en compte la taille de l'entreprise, on ajoute en compte la taille de l'entreprise. Et le seul point qu'on a rajouté pour le coup à l'occasion de la commission mixte paritaire, c'est la question des rachats d'actions. Vous savez que le président de la République avait, le président de la République avait, à l'occasion d'un discours, évoqué cette question. En réalité, il ne s'agit pas tant des rachats d'actions en tant que tel, mais des rachats d'actions suivis d'une annulation. On désensibilise l'actionnaire, sans forcément qu'il y ait distribution automatique. Quelques cas, et là, on est vraiment sur le secteur des très grandes entreprises, sur lequel on peut s'imaginer d'abord que c'est une entreprise qui a beaucoup de trésorerie, parce que pour le faire, il faut avoir de la trésorerie. Et on peut imaginer que si on prend cette décision-là, c'est qu'on a une bonne exploitation aussi, en tout cas taxée et prévisionnelle. Donc voilà, ça c'est le seul. Mais encore une fois, c'est non exclusif, indicatif, et voilà, c'est un guide. Merci beaucoup. Alors, une fois que on sera parvenu à un accord sur la définition de l'augmentation exceptionnelle des bénéfices, les partenaires sociaux devront négocier sur les conséquences qui en résultent pour les salariés. La loi leur offre à cet égard deux possibilités. Les entreprises peuvent soit s'engager à verser un supplément d'intéressement ou de participation. Elles peuvent aussi s'engager simplement à ouvrir une négociation sur un dispositif de partage de la valeur, à savoir sur l'intéressement, le supplément d'intéressement ou de participation, un abondement, abondement à un PE ou abondement à un plan d'épargne retraite, ou une prime de partage de la valeur. On voit qu'on a donc deux systèmes. Soit on s'engage à effectuer un versement, soit on s'engage à ouvrir une négociation. Je m'arrête un instant parce qu'on me fait signe que vous devez nous quitter. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir eu la gentillesse d'être avec nous ce matin et pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. C'était très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, première option, on s'engage à faire un versement. Deuxième option, on s'engage à une négociation. Se posent ici quelques questions, mais on a eu des débuts de réponse avec Monsieur Marguerite tout à l'heure. Premièrement, première observation, que se passe-t-il si, in fine, la négociation échoue? On comprend que en fait, la loi impose ici une obligation de négocier
elle n'impose pas de conclure et de surcroît, il n'y a aucune sanction qui est prévue par le texte en cas d'échec de la négociation. Mais on peut raisonnablement penser que sur un sujet comme celui-ci, les partenaires sociaux auront à cœur de parvenir à un accord. Deuxième observation, si les partenaires sociaux décident, en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices, de s'engager à négocier, par exemple, un accord d'intéressement, eh bien, ils devront, le moment venu, ouvrir une négociation sur l'accord d'intéressement et conclure un accord d'intéressement dans les conditions applicables, enfin, conformément aux règles applicables à ce type d'accord. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on peut, dans ce contexte-là, avoir une discordance entre l'augmentation constatée des bénéfices et l'intéressement. Puisque, par exemple, si on constate une augmentation exceptionnelle des bénéfices en 2023, eh bien, l'intéressement, lui, ne pourra par définition s'appliquer qu'à partir de 2024. Donc là, on perd la discordance, la réciprocité. De la même façon, on sait que l'intéressement doit être aléatoire. Donc, on ne peut jamais garantir à l'avance que l'accord d'intéressement que l'on conclut permettra in fine de distribuer une prime. Donc, on peut très bien avoir une augmentation exceptionnelle du bénéfice, mais pas d'intéressement parce qu'en réalité, les critères ne seront pas atteints. De la même façon, s'agissant des salariés qui auront contribué à la réalisation du bénéfice exceptionnel, mais qui seront partis, ils ne bénéficieront pas de l'intéressement et ils ne seront pas récompensés de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, on voit qu'on n'a pas forcément de réciprocité parfaite entre l'augmentation du bénéfice et le dispositif de partage de la valeur que les entreprises choisiront de mettre en place. Également, la loi n'impose aucune proportionnalité entre l'augmentation des bénéfices et le partage de la valeur. Le législateur n'a pas non plus prévu, n'a pas non plus permis un dépassement des plafonds. Donc, si les plafonds d'intéressement de participation, les plafonds d'abondement ou le plafond de la PPV sont atteints, eh bien, il n'y aura pas de partage supplémentaire de la valeur au titre de l'augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc, j'en ai terminé là concernant les entreprises d'au moins 50 salariés. On va continuer la présentation avec Lucie qui va nous présenter maintenant les mesures qui concernent cette fois toutes les entreprises indépendamment de leurs effectifs. Alors, merci Juliana. Au premier rang de ces mesures figure le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, qui est un dispositif original imaginé par les partenaires sociaux de l'ANI et créé par la loi. Donc, c'est un dispositif qui sera ouvert à toutes les entreprises, y compris aux groupes. Alors, l'objectif des partenaires sociaux a été d'associer les salariés à la valorisation de l'entreprise dans un cadre social et fiscal avantageux, sans passer par de l'actionnariat salarié. Le dispositif, donc le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, qu'on appellera peut-être le PPVE, s'inspire de la pratique des phantom shares, qui est une pratique parfois développée dans certaines entreprises, qui consiste à verser des primes dont le montant évolue avec la valeur de l'action. Mais néanmoins, le PPVE s'en distingue à au moins deux titres. D'une part, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise sera un dispositif collectif. Il ne sera pas réservé à certains salariés ou une catégorie de salariés. Donc, quelque part, ce ne sera pas un outil de management package. Et deuxièmement,
le PPVE ouvrira droit à des exonérations fiscales et sociales, là où on sait que les phantom shares ou tout autre dispositif de rémunération à long terme est traité socialement et fiscalement comme du salaire. Donc, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, c'est un dispositif très atypique, un peu à mi-chemin entre l'actionnariat salarié et l'épargne salariale. L'actionnariat salarié parce que le PPVE, l'idée, c'est de verser des primes à des salariés à l'issue d'une période de 3 ans dont le montant dépendra de l'accroissement de la valeur de l'entreprise, de la société. L'idée étant d'associer les salariés non pas aux résultats, comme c'est le cas avec l'intéressement et la participation, mais à la valorisation de la société. En cela, c'est assez proche de l'actionnariat salarié. Mais le dispositif emprunte aussi à l'épargne salariale parce que les primes formeront un complément de rémunération doté d'un régime social et fiscal avantageux, pouvant être perçu immédiatement ou épargné dans un dispositif d'épargne salariale ou de retraite. Mais ce n'est ni de l'actionnariat salarié ni de l'épargne salariale parce que le PPVE ne va pas conférer la qualité d'actionnaire aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ne seront pas actionnaires, ils n'auront pas des droits sur le capital, ils n'auront pas de droits politiques. Et ce n'est pas non plus de l'épargne salariale. Le dispositif n'a pas vocation à se substituer au dispositif d'épargne salariale et de partage de la valeur, bien au contraire, puisque la loi prévoit même un principe de non-substitution entre les primes versées en application du PPVE et les sommes versées en application d'un dispositif d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Alors, comment le plan fonctionne-t-il ? Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise devra faire l'objet d'une négociation. Il ne pourra pas être mis en place par voie unilatérale. Donc, il faudra conclure un accord selon l'un des modes classiques de conclusion des accords d'épargne salariale qui vous sont présentés dans la slide. Alors, 3 observations. Le plan, avant la négociation, il devra être remis un rapport spécial par le commissaire aux comptes, rapport visant à éclairer les parties sur la méthode de valorisation de la société pouvant être retenue. Deuxième observation, l'accord visant à mettre en place un PPVE bénéficiera du dispositif de sécurisation qui existe pour les autres dispositifs d'épargne salariale et de partage de la valeur. Donc, ça signifie que l'accord devra être déposé, qu'il fera l'objet d'un contrôle par l'administration dans un délai qui sera précisé par décret et qu'en l'absence d'observation de la part de l'administration, les primes versées bénéficieront des exonérations sociales et fiscales sans que, en principe, l'URSSAF puisse opérer de redressement. Troisième observation, pour respecter le secret des affaires, l'accord visant à mettre en place un PPVE ne sera pas soumis à l'obligation de publicité des accords collectifs comme les autres dispositifs d'épargne salariale. Notez pour finir qu'une entreprise ne pourra mettre en place qu'un seul plan de partage de la valorisation de l'entreprise sur une même période de 3 ans. Quels seront les bénéficiaires de ce plan? Alors, il devra être prévu une condition de présence et une condition d'ancienneté et une condition de présence. Une condition d'ancienneté, seuls les salariés remplissant une ancienneté minimale pourront bénéficier de primes. Condition d'ancienneté appréciée au début de la période de 3 ans. C'est-à-dire que les salariés qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté au début de la période de 3 ans, quand bien même ils la rempliraient pendant la période de 3 ans, ne pourront pas se voir verser des primes. La loi prévoit une condition d'ancienneté d'1 an. Il sera possible, dans l'accord, de prévoir une ancienneté d'une durée inférieure à 1 an. Condition de présence, et là, ça se rapproche un peu plus des dispositifs d'actionnariat salarié. Condition de présence parce que seuls les salariés présents au terme de la période des 3 ans pourront bénéficier des primes, quand bien même ils seraient éligibles. C'est-à-dire que seront exclus
sans proratisation possible, et là c'est important, sans proratisation possible des primes, seront exclus les salariés qui auront quitté l'entreprise définitivement pendant la période des 3 ans. Et donc là, on retrouve les conditions de présence très fréquemment prévues dans les plans d'attribution gratuite d'actions ou de stock options. Alors, comment la prime sera-t-elle calculée, la prime versée à l'issue de la période de 3 ans? La prime sera égale au produit d'un montant de référence par le taux de variation de la valeur de l'entreprise. Alors, le montant de référence sera un montant fixé dans l'accord. Ce pourra être un montant défini en valeur absolue, par exemple 2 000 € par salarié, avec la possibilité de faire varier ce montant selon le niveau de rémunération du salarié, le niveau de classification ou la durée du travail, c'est-à-dire la prise en compte des temps partiels. Le taux de variation de la valeur de l'entreprise, c'est la différence entre la valorisation de la société au début de la période de 3 ans et la valorisation de la société au terme de la période de 3 ans. Si la valeur de l'entreprise, la valeur de la société augmente au cours des 3 années, alors la prime, le montant de la prime augmentera d'autant. Pour reprendre notre exemple, si la société a vu sa valeur augmenter par exemple de 25%, la prime, le montant de référence qui était de 2 000 € pour reprendre l'exemple précédent, va se voir associer un coefficient de plus 25%. Donc la prime au terme de la période de 3 ans sera égale à 2 000 € fois 25% de 2 000 €, c'est-à-dire 2 500 €. À l'inverse, si le taux de variation de la valorisation de la société est nul ou négatif, aucune prime ne sera versée. Donc là, on voit que ça se rapproche aussi de l'actionnariat salarié, où il y a une incertitude sur la réalisation de plus-value ou pas lors de la cession des actions. Pas d'accroissement de la valeur de la société, il n'y aura pas de prime versée en application du PPVE. Alors, que devront négocier les entreprises lors de la conclusion de l'accord de mise en place du PPVE? Les entreprises devront négocier le montant de référence, éventuellement sa modulation, et elles devront également négocier la valorisation de la société. Alors, pour les sociétés cotées, il n'y aura pas vraiment de négociation, puisque la valorisation de la société s'effectuera par rapport à la capitalisation boursière de la société. En revanche, pour les sociétés non cotées, les parties devront définir la méthode de valorisation qu'il faudra appliquer pour le calcul des primes, en tenant compte de la situation nette comptable de la société, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité, avec la possibilité d'apprécier ces critères sur une base consolidée ou en prenant en compte des éléments financiers de filiales jugées significatives. La formule pourra également s'appuyer sur une comparaison avec d'autres entreprises du même secteur. En l'absence de formule de calcul dans l'accord, ou si jamais celle-ci s'avère impossible à appliquer, dans ce cas, la société sera valorisée selon la méthode de valorisation de l'actif net réévalué, qui est une méthode de valorisation des sociétés correspondante à une approche beaucoup plus patrimoniale d'une valorisation de société, plus patrimoniale que l'approche qui est suggérée dans la négociation de l'accord. Au terme de la période de 3 ans, donc, la prime sera ainsi calculée, sachant que les entreprises disposeront d'un délai de 7 mois pour arrêter définitivement le montant des primes.
Les primes seront plafonnées, mais le plafond est relativement élevé puisque c'est le plafond habituel de l'épargne salariale, égal à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, pour avoir un ordre d'idée en 2024, 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est 34 700 €. Donc, c'est quand même un montant, un plafond relativement élevé. Comme la participation et l'intéressement, les primes, donc là on retrouve un peu le régime de l'épargne salariale, les primes pourront être versées dans un plan d'épargne, un PEE, un PEI, ou un plan de retraite, un PERCO, un PER, un PERO. Et dans ce cas-là, les primes seront indisponibles pendant la durée prévue au plan et en contrepartie bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu. Ce qui m'amène à la présentation du traitement social et fiscal des primes versées en application de ce plan. Alors, traitement social et fiscal qui, à l'image du dispositif, emprunte à la fois à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié. Si la prime est affectée à un plan d'épargne salariale ou de retraite, alors elle bénéficiera d'une exonération d'impôt sur le revenu relativement limitée, l'exonération sera limitée à 5% de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, pour avoir un ordre d'idée, en 2024, c'est 1 700 €. En revanche, si la prime est versée immédiatement aux bénéficiaires, dans ce cas-là, comme pour l'intéressement et la participation, il n'y aura pas d'exonération de l'impôt sur le revenu. Au plan social, les primes, donc là, les exonérations sont plus importantes. Au plan social, les primes seront exonérées de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, de la participation construction et des contributions au titre de la formation professionnelle et de l'alternance. S'agissant de la CSG-CRDS, il y a pour l'instant une petite interrogation sur l'assujettissement des primes ou pas à la CSG-CRDS. Pourquoi? Parce que à l'origine, dans l'étude d'impact, le gouvernement avait annoncé une exonération de CSG-CRDS s'agissant des primes versées en application de ce nouveau plan de partage de la valorisation. Mais dans la version promulguée ce matin de la loi, l'exonération de CSG-CRDS n'est pas expressément visée, puisque sont visées les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, et la CSG et la CRDS sont des contributions. Donc, elles ne sont pas expressément visées, donc peut-être les primes seront-elles assujetties à la CSG-CRDS, donc il faudra là-dessus avoir peut-être un éclaircissement de la part de l'administration. Côté employeur, les primes seront soumises à une contribution patronale de 20% au profit de la CNAV. En fait, c'est une contribution qui est celle qui correspondante à la contribution due sur les attributions gratuites d'actions. Vous savez que ces attributions sont exonérées de cotisations sociales, patronales et salariales, mais soumises à une contribution patronale de 20% au profit de la CNAV. Donc, il y aura cette même contribution. Donc, c'est là on voit que le dispositif, on retrouve là, cette fois-ci, le régime de l'actionnariat salarié dans ce dispositif. Donc, contribution patronale de 20% au profit de la CNAV, côté employeur. En revanche, et cette fois-ci, c'est expressément prévu, une exonération de forfait social. Alors, ce régime, dernière précision, ce régime est prévu à titre temporaire pour les années 2026 à 2028. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'une loi ordinaire et une loi ordinaire ne peut prévoir d'exonération impactant les régimes de base de sécurité sociale pour une durée supérieure à 3 ans. Donc, c'est pour ça que c'est limité à 3 ans. À l'origine, au moment du dépôt du projet de loi, le gouvernement avait annoncé que le régime social du PPVE serait pérennisé dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2024. À ce jour, le projet de LFSS ne contient pas de dispositions sur le PPVE, mais peut-être, vous savez que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est encore en cours de procédure parlementaire, donc peut-être que cela fera l'objet d'un amendement. Peut-être que nous verrons la pérennisation du régime social des primes versées en application du PPVE.
À noter, pour finir, que ce dispositif donc, ne sera pas, enfin, on attend encore un décret, il y a certaines choses qui doivent être précisées par décret, donc il ne sera pas encore directement en vigueur demain, donc il faudra encore attendre la publication du ou des décrets pour que vous puissiez vous lancer dans ce nouveau dispositif de partage de la valeur. Alors, je vous propose de poursuivre par le rappel des autres mesures de la loi. Comme le temps est déjà bien avancé, je vous propose de faire juste un bref rappel de chacune des mesures pour mémoire. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions un peu plus précises sur chacune de ces mesures. Donc là, il s'agit de rappeler, de passer en revue les différentes mesures de la loi qui ne visent pas à créer un nouveau dispositif, comme un peu ce qu'on a vu précédemment, mais qui visent à modifier les dispositifs existants pour les simplifier, les faciliter. Voilà, c'est des petites touches sur les différents régimes existants. Donc, premièrement, commençons par l'intéressement et la participation. La loi va permettre la possibilité de verser des avances sur l'intéressement et la participation, là où on sait que la participation et l'intéressement sont toujours versés au cours de l'année suivant l'exercice de calcul de l'intéressement et de la participation. Les entreprises pourront verser des avances en cours d'exercice avec l'accord du salarié. La question de l'éventuel trop perçu, parce que naturellement elle se pose, est traitée par la loi. S'agissant de l'intéressement, il sera possible de fixer un salaire plancher et ou un salaire plafond pour la répartition de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle au salaire. Donc, ça va permettre aux entreprises qui ont retenu ce mode de répartition, enfin qui retiennent ce mode de répartition de l'intéressement, une meilleure prise en compte des premiers niveaux de rémunération de l'entreprise, puisque avec un salaire plancher et un salaire plafond, on atténue l'effet de hiérarchie des salaires. Le principe de non-substitution va être inscrit dans le Code du travail s'agissant de la participation. Le principe de non-substitution, c'est, vous le savez probablement, le principe qui interdit de remplacer un élément de nature salariale par des éléments de nature d'épargne salariale ou de partage de la valeur. La participation était le seul dispositif pour lequel le principe n'était pas inscrit dans la loi. Il sera désormais inscrit dans le Code du travail. Toujours concernant la participation, la règle visant à imposer la modification de la réserve spéciale de participation lorsque, à la suite d'un contrôle fiscal, les résultats d'une entreprise sont ultérieurement modifiés, sera inscrite dans la partie législative du Code du travail. En réalité, la règle existe déjà dans la partie réglementaire, mais elle est réévaluer au niveau législatif pour lui donner plus de force avec des précisions supplémentaires puisque la loi précise qu'elle s'appliquera dans tous les cas. S'agissant de la branche professionnelle du travail temporaire, la loi va autoriser la branche à prévoir à rehausser la condition d'ancienneté minimale pour le bénéfice des dispositifs d'épargne salariale s'agissant des salariés intérimaires. Poursuivons avec les mesures qui concernent les plans d'épargne d'entreprise. Alors, au premier rang de ces mesures, la loi poursuit l'effort de simplification qui avait déjà été amorcé par des lois précédentes de simplification dans la révision des PEI, plans d'épargne interentreprise. Vous savez, ces plans qui peuvent réunir jusqu'à plusieurs milliers d'entreprises. Il est prévu une procédure de révision simplifiée de ces plans et la loi de transposition de l'ANI poursuit cet effort de simplification en accélérant l'entrée en vigueur des modifications opérées. Concernant les PEE, à partir du 1er juillet 2024, il sera désormais obligatoire de proposer, en plus du fonds commun de placement solidaire ou d'utilité sociale, un fonds labellisé et satisfaisant aux critères de la transition énergétique
et écologique ou d'investissement socialement responsable. Alors là, on attend un décret pour préciser les différents labels. Concrètement, pour vous, cela signifie que les plans d'épargne d'entreprise que vous appliquez devront probablement être modifiés pour prévoir cette nouvelle possibilité d'investissement à proposer aux adhérents. S'agissant des FCPE, l'information des salariés porteurs de parts est améliorée par la loi, puisque la loi va imposer aux sociétés de gestion, lorsqu'elles exercent les droits de vote attachés au fonds, c'est-à-dire en réalité les droits de vote des salariés porteurs de parts, qu'elles exercent par délégation, de rendre compte chaque année devant le conseil de surveillance, qui est le conseil qui représente les porteurs de parts du FCPE, de sa politique d'engagement actionnarial et de présenter un compte-rendu de la mise en œuvre de cette politique. Alors attention, seuls les FCPE diversifiés, c'est-à-dire ceux régis par l'article L214-164 du Code monétaire et financier, seront concernés par cette mesure, ne seront pas concernés les FCPE d'actionnariat salarié. Enfin, terminons notre revue avec les mesures de la loi qui concernent l'actionnariat salarié direct et plus précisément en réalité les attributions gratuites d'actions, puisqu'il y a 3 mesures qui vont modifier le régime des attributions gratuites d'actions. Alors, l'idée, la loi va joue sur les plafonds, le plafond global et le plafond individuel, pour élargir le nombre de bénéficiaires potentiels des attributions gratuites d'actions. Le plafond global, comme vous le voyez dans cette slide, va être rehaussé. Les différents plafonds globaux vont être rehaussés entre 5 et 10 points selon le cas, puisque donc, le plafond global, c'est le nombre d'actions pouvant être attribuées à des bénéficiaires salariés ou mandataires sociaux dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions. Le plafond global va être réévalué, plafond global qui varie selon la taille de l'entreprise et selon que l'attribution a une vocation collective ou non. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi va créer un plafond intermédiaire qui sera égal à 30% du capital social pour des attributions gratuites d'actions que l'on peut qualifier de semi-collectives, puisque donc on pourra attribuer jusqu'à 30% du capital social par voie d'attribution gratuite d'actions si l'attribution bénéficie à des salariés représentant à la fois 25% de la masse salariale et la moitié du personnel salarié. Donc c'est un petit peu comme si la loi créait un nouveau cas d'attribution gratuite d'actions. Donc on a désormais trois cas, des attributions individuelles ou catégorielles, des attributions collectives, ça existait déjà, et on peut dire des attributions semi-collectives avec ce nouveau cas d'attribution. S'agissant du plafond individuel, donc vous savez, à ce jour, il n'est pas possible d'attribuer des actions gratuites à des salariés ou des mandataires sociaux qui détiennent plus de 10% du capital social. Par ailleurs, l'attribution gratuite d'actions ne peut avoir pour effet ne peut conduire à ce que les salariés attributaires ou les mandataires sociaux attributaires détiennent chacun plus de 10% du capital social. Donc ça, c'est le plafond individuel. La loi prévoit un système de rechargement de ce plafond, c'est-à-dire que pour l'appréciation de ce plafond, seuls seront pris en compte les titres détenus par les salariés attributaires ou mandataires sociaux attributaires depuis moins de 7 ans. C'était une volonté des partenaires sociaux de l'ANI de permettre à des salariés mandataires sociaux qui ont fait le choix d'être des investisseurs de long terme de la société de pouvoir de nouveau plus rapidement bénéficier d'une nouvelle attribution gratuite d'actions. Enfin, dernière mesure qui concerne les attributions gratuites d'actions, une société non cotée pourra attribuer des actions gratuites à des mandataires sociaux de ces sociétés filles. C'est une possibilité qui n'était pas prévue avant. Elle l'était pour les sociétés cotées, elle ne l'était pas pour les sociétés non cotées. Ayant en mémoire que c'est une faculté qui existe pour des attributions réalisées au profit de salariés. Donc, désormais, ce sera possible aussi d'attribuer des actions pour une société non cotée à des mandataires sociaux.
Voilà, je crois que nous avons terminé notre revue de toutes ces mesures inscrites dans la loi, donc une loi riche promulguée ce matin. Merci, merci Lucie. On a un petit peu débordé du temps et on peut prendre quelques minutes néanmoins si vous avez des questions bien volontiers. J'aurais une question. Oui. Le partage de la négociation sur le bénéfice exceptionnel. Oui. En fait, la négociation, ça consiste à mettre dans l'accord d'intéressement de participation la définition de ce qu'on entend comme bénéfice exceptionnel, la protection du bénéfice exceptionnel, et aussi la façon dont on va le rétribuer. C'est-à-dire, on voit à la fois la définition et la façon. Déjà, à mon sens, ça peut être dans l'accord d'intéressement de participation, mais à mon sens, pas forcément. Et deuxièmement, effectivement, en fait, sur ce qu'on négocie. Premièrement, on négocie sur le seuil, en quelque sorte, de déclenchement. À partir de quand est-ce qu'on considère qu'il y a une augmentation exceptionnelle du bénéfice? Et ensuite, à partir du moment où cette condition se déclenche, on a deux options, soit en amont, donc avant même que l'augmentation exceptionnelle de bénéfices ne soit constatée, en amont, on dit, eh bien, si j'ai un bénéfice exceptionnel, je m'engage à verser un supplément d'intéressement ou de participation. Et à ce moment-là, effectivement, vous devez dire de quel montant, comment ce sera réparti, etc. Soit vous décidez, peut-être plus simplement et de façon moins engageante pour l'entreprise, de dire si ça déclenche, si j'ai vraiment une augmentation exceptionnelle de mon bénéfice, à ce moment-là, j'ouvre une négo sur, et là on dit, sur l'intéressement, le supplément d'intéressement participation, l'abondement ou la PPV. Donc là, vous dites seulement le sujet sur lequel vous vous engagez à ouvrir le niveau, mais vous n'avez pas ni à dire les montants, vous n'avez pas à dire davantage. Hein. Lucie, le PPV. Oui. Oui. Non, pas du tout. Alors, oui, alors est-ce que le PPV est une obligation et deuxième question, et comment ça s'applique dans les groupes de sociétés? Est-ce que le PPV est une obligation? Non, c'est un dispositif totalement facultatif. Et dans les groupes de sociétés, c'est vrai que la loi vise les groupes, mais à ce stade, il n'y a pas plus de précision que ça sur la façon dont ça va s'arranger dans les groupes. Est-ce que c'est pour ça que en étudiant la loi, on s'est dit que peut-être ça serait précisé dans le décret, parce qu'effectivement, comme ça, je vois pas trop. Mais peut-être que l'idée, ce sera de verser des primes en application d'une valorisation de l'une des sociétés du groupe dans une société fille, par exemple, en application de la valorisation de la société mère, quelque chose comme ça. On peut imaginer que, comme pour l'actionnariat salarié, où une société mère émettrice attribue ses actions à des salariés de sociétés filles. Du coup, les salariés sont associés à la valorisation de la société mère. On peut imaginer que ça pourrait être un schéma un peu similaire pour le PPVE où les primes seront calculées sur la valorisation de la société mère. Mais à ce stade, ça n'est pas prévu dans la loi et les groupes sont simplement visés, donc on imagine qu'il faudra qu'il y ait davantage de précision pour savoir comment ça fonctionne dans les groupes. Juste une question sur la PPV, pas la PPVE, la PPV, on est d'accord que même si on a pris ça comme salarié,
et après, il continuera les exonérations de cotisations. Je ne parle pas de CGSAV, c'est une cotisation sociale. Oui, absolument. L'assujettissement, en fait, le changement, déjà c'est à partir de 2023, et l'assujettissement, c'est, comment dire, c'est assujettissement à l'impôt sur le revenu et à la CSG. J'avais une question à vous poser sur le niveau calendrier. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. On vient de passer le seuil des 11 employés. D'accord. Donc, si on pérennise les 11 employés sur un an, on va avoir un CSE dans un an. Il va falloir négocier au mois de juin, c'est ça, si j'ai compris, avec le CSE. Pour le partage de la valeur. Alors, vous êtes 11, mais moins de 50. Ouais. Donc, effectivement, vous aurez l'obligation d'engager une négociation sur un dispositif de partage de la valeur. Mais alors, vous avez davantage de temps que ça, puisqu'en réalité, l'obligation ne va s'appliquer qu'à partir de 2025 et seulement si vous aurez réalisé un bénéfice suffisant en 22, 23, 24. Ce qui risque d'être le cas, mais d'accord. Donc, j'ai ce compris sera... qu'il fallait qu'on négocie avant le 30 juin 2024. Non, le 30 juin 2024, c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Vous êtes sur... vous avez encore le temps, mais bon, vous avez néanmoins la possibilité de prendre les devants. Je pense que vous pouvez. Oui, donc il faudrait qu'on fasse une lecture du CSE avant le 30, enfin avant les 1 an. Alors, oui, si vous voulez négocier avec votre CSE. Absolument. J'aurais été plutôt complémentaire par rapport à la question de 5 minutes. Oui. C'est par rapport à la réglementation du bénéfice et au supplément. Oui. Est-ce que le fait de négocier sur le supplément dans le cadre de cette négociation, est-ce que ça se supplante la forme qui est prévue par le travail? Non, moi je pense ça va libérer son CA, son directoire. À mon sens, il faudra. Parce que là, vous êtes sur l'hypothèse d'une mise en place, enfin d'une décision de branche. Une décision d'entreprise. D'accord. Alors, comment dire, il faudra en plus respecter. Je pense qu'il faudra en plus respecter le formalisme de chacun des dispositifs, c'est-à-dire le supplément ou ensuite intéressement, abondement, etc. Oui, alors, qui est très confusante. Oui. Et qui remet en cause des exos, oui. supplément négocié, on a un spécifique. Oui. Pourquoi? Ouais. Non, et personne ne le comprend. Et nous non plus. On l'a commenté, on l'a commenté cette semaine pour une revue juridique. Et cet arrêt, en fait, si on n'est compris par aucun praticien et aucun des experts de la matière, on ne comprend pas ce qu'a voulu dire la Cour de cassation. En fait, soit elle a voulu dire que on ne peut pas négocier le supplément dans le cadre de la NAO. Ça, d'accord, ok. Mais le fait est que son attendu, enfin ces deux attendus sont plus généraux et en fait ces attendus sont extrêmement perturbants puisqu'ils laissent à penser que les suppléments doivent toujours être négociés et toujours faire l'objet d'un accord spécifique, alors que jusqu'à présent, il était clair que les suppléments pouvaient faire l'objet de décisions unilatérales et que c'était seulement si on souhaitait procéder à une répartition différente de l'accord de base qu'il y avait lieu de conclure un accord spécifique. Donc, effectivement, cet arrêt
perturbe beaucoup parce qu'on craint comprendre quelque chose, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Étant précisé que l'accord spécifique n'est exigé par le texte que dans un cas très particulier et qu'il n'y a pas dans le texte une obligation de négocier le supplément. Donc la Cour de cassation irait là au-delà de ce qui est prévu par le texte. Donc effectivement, ce paraît est vraiment très très perturbant. Donc pour l'instant, dans les entreprises qui vont vouloir faire du supplément, il va falloir être très prudent. Et on attend avec impatience, c'est un peu le comble, les commentaires de la Cour de cassation sur son propre arrêt dans le bulletin qui va paraître incessamment sous peu. Mais peut-être après que je complète juste, dans les faits de l'espèce, il ne ressort pas que l'entreprise avait une décision, que le conseil d'administration de l'entreprise avait pris une décision. Donc, elle n'a pas fait valoir l'argument de la décision unilatérale. Donc, c'est quelque chose qui manque un peu qui est intéressant de relever et qui peut permettre peut-être d'atténuer l'effet un peu explosif de la solution de la Cour de cassation. Peut-être que si jamais l'entreprise avait il y avait eu une décision du conseil d'administration, elle aurait fait valoir qu'elle a bien une décision unilatérale et dans ce cas, les choses auraient été différentes. Donc c'est un arrêt qui laisse un peu perplexe et malheureusement les faits de l'espèce ne permettent pas de pouvoir être sûr de la solution. Si les entreprises, pour justement satisfaire ça serait prévu en cas d'augmentation du bénéfice, on va pas qu'à dire supplément, dans ça, il faudrait être en cause. Absolument. Tout à fait. Absolument. Oui. Alors, Pierre me fait signe qu'on va arrêter le webinaire, ce qui m'empêche qu'on peut poursuivre la discussion entre nous. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain webinaire qui aura lieu le 14 décembre. Merci, bonne journée à tous.